Sous l'éclat pâle de l'aube, lorsque le ciel au-dessus de Paris prenait des teintes d'un rose perlé, Marianne Dubois franchit les portes vitrées de l'aéroport Charles de Gaulle avec une élégance mesurée qui semblait défier le temps. À 60 ans, cette femme d'origine africaine, au port altier et au regard perçant, portait en elle l'assurance d'une vie façonnée par des décennies passées dans les salles de conseil et les conférences internationales. Son tailleur bleu marine, coupé avec une précision irréprochable, épousait ses formes avec une sobriété étudiée, et ses mocassins en cuir noir claquaient doucement sur le sol lustré du terminal. Sous son bras, une fine pochette en cuir contenait tout ce dont elle avait besoin pour ce voyage, un carnet, un stylo et son téléphone. Pas de logo ostentatoire, pas de bijoux clinquants. Pour Marianne, l'influence véritable n'avait nul besoin d'artifice. Elle se forgeait dans la substance, dans la clarté des choix et dans l'intégrité des actions. Ce matin-là, elle s'apprêtait à embarquer sur un vol d'Aile d'Azur, la compagnie aérienne dont elle allait bientôt devenir l'actionnaire majoritaire, pour un trajet de Paris à Nice. Personne à bord ne connaissait son identité. Marianne avait choisi de voyager incognito, sous son propre nom, sans révéler son rôle imminent. Elle voulait vivre l'expérience d'un passager ordinaire, scruter chaque détail du service, noter chaque sourire sincère, chaque geste courtois, mais aussi chaque faux pas, chaque faille dans l'hospitalité. Elle était là pour observer, pour apprendre et, si nécessaire, pour transformer une entreprise dont elle allait bientôt prendre les rênes. Mais ce qu'elle ignorait encore, en traversant le terminal animé, c'était l'épreuve qui l'attendait à 10 000 mètres d'altitude. Une épreuve qui mettrait à l'épreuve non seulement sa patience, mais aussi sa vision d'un monde plus juste. Dans le hall bondé, où les voyageurs se croisaient dans un ballet chaotique, Marianne avançait avec une grâce naturelle, son regard balayant les lieux avec une curiosité méthodique. Les familles s'enlaçaient près des comptoirs d'enregistrement, les hommes d'affaires pianotaient frénétiquement sur leurs ordinateurs portables, et des enfants tiraient sur les manches de leurs parents, impatients. Une légère anticipation lui serra la poitrine, un mélange d'excitation et de vigilance. Elle se remémora son premier vol en classe affaires, des décennies plus tôt, lorsqu'elle n'était qu'une jeune femme ambitieuse, travaillant pour une petite firme d'investissement parisienne. À l'époque, elle avait été saisie par le silence feutré de la cabine, la lueur douce des lampes de lecture, et le tintement délicat des verres en cristal, servis par une hôtesse souriante. Ce souvenir, gravé dans sa mémoire, avait été comme une promesse d'avenir, un avant-goût des sommets qu'elle pourrait atteindre. Depuis, elle avait gravi les échelons avec une détermination sans faille, négocié des contrats à haut risque dans des salles de réunion où elle était souvent la seule femme et la seule personne de couleur, et gagné le respect par son intégrité et son calme inébranlable sous pression. Elle avait appris à lire les intentions des gens avant même qu'ils ne parlent, à naviguer dans les subtilités des jeux de pouvoir, et à construire une réputation qui parlait plus fort que n'importe quel titre. Pourtant, malgré toutes ces victoires, rien n'aurait pu la préparer à l'undercurrent de préjugés qu'elle allait affronter ce jour-là. À l'enregistrement, elle s'approcha d'un comptoir où une jeune hôtesse, Camille, l'accueillit avec un sourire professionnel, mais légèrement mécanique. Marianne tendit son passeport et donna son nom avec une voix claire, teintée d'une chaleur discrète. Les yeux de Camille glissèrent sur l'écran de son ordinateur, puis revinrent à Marianne avec une hésitation à peine perceptible. « Votre siège en première classe est confirmé, Madame Dubois », dit-elle en tapant sur son clavier, sa voix neutre. Marianne hocha la tête, payant la différence pour son billet sans un mot de plus. Elle ne voulait pas de traitement spécial, pas de fanfare. Son objectif était de découvrir l'âme véritable d'Aile d'Azur. Non pas une performance orchestrée pour une VIP, mais l'expérience brute, telle que tout passager la vivrait. En signant sur l'écran tactile, elle sentit une petite montée d'adrénaline, un frisson d'anticipation. Bientôt, elle s'installerait dans un siège en cuir moelleux près du hublot, prête à observer chaque nuance du service, chaque interaction, chaque regard. Dans la zone d'embarquement, l'agitation était à son comble. Les familles échangeaient des adieux émus près des portes. Les voyageurs d'affaires vérifiaient leurs emails. Et une petite fille, Léa, courait autour de sa mère, laissant tomber un jouet en peluche en forme d'avion près du siège de Marianne. Avec un sourire, Marianne se pencha pour ramasser l'objet et le tendit à l'enfant, qui la remercia d'un regard timide, ses yeux brillants comme des étoiles. « Merci, madame », murmura la mère, une femme élégante portant un foulard en soie. Ce moment de douceur, si simple et spontané, contrastait avec l'effervescence du terminal. Marianne replia sa pochette sous son bras, savourant cette petite interaction comme un rappel de ce qu'elle voulait préserver, l'humanité dans chaque échange. Une annonce retentit soudain, appelant les passagers de première classe et ceux bénéficiant d'un embarquement prioritaire. Marianne se leva,
ajusta son tailleur et s'avança vers la porte d'embarquement. En franchissant le seuil du pont d'accès à l'avion, elle inhala l'odeur familière de kérosène mêlée à celle du café fraîchement préparé. Un parfum qui, pour elle, évoquait toujours les départs, les nouveaux horizons, les possibilités infinies à 35 000 pieds d'altitude. Elle s'arrêta un instant pour lisser sa jupe, prit une profonde inspiration et se répéta intérieurement « Observe et apprends ». Lorsqu'elle entra dans la cabine de première classe, elle fut accueillie par une jeune hôtesse, Sophie, dont le sourire rayonnant semblait illuminer l'espace. Les sièges, en cuir souple, étaient disposés comme des trônes sous une lumière dorée et tamisée. Marianne choisit le siège 3A, près du hublot, et s'installa avec une aisance naturelle. Sophie apparut presque immédiatement, lui tendant un verre de jus d'orange frais avec une grâce discrète. « Bonjour, madame. Je m'appelle Sophie, » dit-elle doucement. « Comment allez-vous aujourd'hui » Marianne répondit avec une chaleur sincère, laissant transparaître une pointe de gratitude. « Très bien, merci Sophie. Et vous » L'échange, simple et authentique, lui donna l'impression que tout se déroulerait comme elle l'espérait. Un service gracieux, attentif, sans ostentation. Pendant quelques secondes, tout semblait parfait. Un moment suspendu où l'hospitalité prenait vie. Puis, une silhouette élancée entra dans la cabine, brisant l'harmonie naissante. Claire Beaumont, l'hôtesse en chef, se tenait droite, impeccablement vêtue de son uniforme bleu marine, ses cheveux tirés en un chignon si parfait qu'il semblait sculpté. Son badge brillait sous les lumières de la cabine et sa posture exsudait une autorité naturelle, presque intimidante. Marianne nota immédiatement la fierté dans son maintien, une femme qui aimait son rôle et le prenait au sérieux. Mais lorsque les yeux de Claire croisèrent ceux de Marianne, quelque chose changea. La chaleur qui avait animé son regard lorsqu'elle saluait d'autres passagers s'évanouit, remplacée par une froideur scrutatrice. Marianne sentit une tension familière, celle qu'elle avait parfois rencontrée dans sa carrière. Le poids subtil, insidieux, du préjugé. Elle se prépara mentalement, se rappelant de rester calme, de ne pas réagir à l'émotion. Claire s'approcha lentement, ses talons claquant doucement sur le sol. « Bonjour, madame, » dit-elle, la voix claire mais teintée d'une froideur qui semblait trancher l'air. « Puis-je voir votre carte d'embarquement, s'il vous plaît » Marianne, légèrement surprise, cligna des yeux mais garda un visage neutre. Elle sortit son téléphone, tapa sur l'écran et présenta le pass numérique. Claire se pencha, examinant le code QR comme si elle cherchait une erreur cachée, un détail qui prouverait que Marianne n'avait pas sa place ici. Après un moment qui parut interminable, elle hocha la tête à contre-cœur, ses lèvres pincées. « Nous décollons bientôt », marmonna-t-elle avant de s'éloigner, laissant derrière elle l'écho de ses talons. Marianne exhala doucement, ses épaules se relâchant légèrement. Elle se remémora les mots de sa mère, prononcés des années plus tôt dans leur petit appartement du quartier de Belleville. « Réponds par la grâce, ma chérie. Laisse ta dignité parler plus fort que leurs préjugés. » Elle balaya la cabine du regard. À côté d'elle, un homme d'affaires, Jean-Pierre, feuilletait le Figaro, absorbé par les gros titres. Une mère ajustait l'oreiller de son fils, un adolescent qui jouait sur sa tablette. Un couple âgé admirait la vue par le hublot. Personne ne semblait avoir remarqué l'échange tendu entre Marianne et Claire, mais elle savait que ce n'était que le début. Lorsque le signal des ceintures s'alluma et que les moteurs rugirent, annonçant le décollage imminent, Marianne ferma les yeux, respirant profondément. Elle était là pour observer, pour apprendre, pour noter chaque détail avec une précision chirurgicale. Mais au fond d'elle, une résolution prenait forme. Elle ne laisserait pas l'injustice passer inaperçue, pas sous sa garde. Le vol vers Nice s'annonçait comme bien plus qu'un simple trajet. C'était le début d'une mission. Alors que l'avion s'élevait dans le ciel, Marianne rouvrit les yeux et posa son regard sur l'horizon, où les premières lueurs du soleil perçaient les nuages. Sophie revint peu après, lui offrant une serviette chaude avec un sourire qui semblait dire « Vous êtes la bienvenue ici ». Marianne accepta la serviette, sentant la chaleur apaisante contre ses paumes. Elle posa sa pochette sur le siège à côté d'elle et se prépara pour le service des repas, prête à noter chaque interaction. Quelques minutes plus tard, Claire réapparut, poussant un chariot scintillant chargé de vaisselle en porcelaine et de couverts en argent. Elle servit le passager du siège 1A avec un sourire éclatant, échangeant quelques mots sur la météo à Nice. Elle s'arrêta ensuite au siège 2C, discutant avec aisance d'un récent match de football. Marianne observa, fascinée par la fluidité de Claire lorsqu'elle interagissait avec les autres. Mais lorsqu'elle atteignit la rangée de Marianne, son comportement changea du tout au tout. Elle posa le plateau avec un claquement sec, sa voix devenant froide et tranchante. « Voulez-vous quelque chose à boire » demanda-t-elle, sans un regard. Marianne répondit poliment, « Un verre d'eau et l'entrée au poulet, s'il vous plaît. »
Claire poussa une assiette de poulet rôti à la lavande, accompagnée de pommes de terre et d'une salade croquante, vers Marianne. Voilà, dit-elle sèchement avant de s'éloigner sans un mot de plus. Marianne sentit une vague de choc la traverser. Ce n'était pas tant la brusquerie qui la blessait, mais le contraste flagrant avec la chaleur que Claire réservait aux autres passagers. Elle prit une profonde inspiration, souleva sa fourchette et coupa un morceau de poulet, laissant l'arôme savoureux lui rappeler pourquoi elle avait choisi la première classe. Pour évaluer les standards de service, pour comprendre ce qui faisait battre le cœur d'Aile d'Azur. Mais le poids du mépris de Claire pesait sur son repas comme un nuage sombre. Elle ouvrit son carnet et griffonna une note rapide. Service inégal, attitude discriminatoire de l'hôtesse en chef. Elle força son esprit à rester concentré, mais ses pensées revenaient sans cesse au regard glacial de Claire. Peu après, Marianne sentit le besoin d'aller aux toilettes. Elle se leva gracieusement, glissant devant le chariot de Claire, mais l'hôtesse se plaça directement sur son chemin. D'une voix basse, presque murmurée, Claire dit « Les passagers de première classe utilisent généralement les toilettes à l'avant, près de la rangée 1. » Elle fit un geste vers l'avant de la cabine. Marianne s'arrêta, surprise mais déterminée à rester courtoise. « Je m'excuse si je me trompe, mais je pensais que les toilettes du milieu de la cabine étaient aussi accessibles aux passagers de première classe, » répondit-elle avec douceur. Le visage de Claire se durcit. « Je m'assure simplement que tout se passe bien, » rétorqua-t-elle, poussant légèrement Marianne vers l'allée, un geste juste assez appuyé pour être humiliant. Les joues de Marianne s'échauffèrent, mais elle hocha la tête et continua, la tête haute. Elle nota mentalement « Signalisation des toilettes peu claire, attitude hostile ». Elle se reprocha intérieurement d'avoir laissé l'émotion l'envahir. Mais être traité comme un problème à gérer coupait plus profondément qu'une simple violation de protocole. De retour à son siège, elle surprit le regard de Sophie, qui observait depuis l'autre côté de l'allée. La jeune hôtesse lui adressa un signe de tête discret, empreint de sympathie. Marianne le lui rendit, reconnaissante. Sophie ne pouvait pas intervenir. Claire était sa supérieure, mais son soutien silencieux comptait. Marianne se cala dans son siège, laissant le bourdonnement sourd de la cabine l'apaiser. Par le hublot, le ciel s'était teinté d'un rose plus profond, et elle trouva une beauté fugace dans cette vue. Elle prit une gorgée d'eau, savourant la fraîcheur des glaçons, et se répéta « Observe avec soin. Rapporte avec clarté. » Plus tard, Claire revint pour annoncer le service des desserts. Elle se pencha vers Marianne, sa voix un murmure rigide. « Madame, nous allons servir le dessert. Je vous demande de redresser votre siège pour le service. » Marianne jeta un coup d'œil autour d'elle. Plusieurs autres passagers avaient encore leur siège incliné. Elle répondit doucement, défiant calmement l'hôtesse. « J'ai remarqué que d'autres sièges restent inclinés. Y a-t-il une règle spécifique exigeant que le mien soit redressé en premier ?» Les joues de Claire s'empourprèrent. « C'est le protocole standard, » rétorqua-t-elle, la voix cassante. « Pas de question. » Marianne sentit une douleur d'injustice lui serrer la poitrine. Elle prit une autre inspiration, plus lente cette fois. Elle avait le choix, céder à l'humiliation silencieuse ou prendre la parole. Elle regarda Claire droit dans les yeux et dit « Claire, puis-je vous parler un instant ?» L'hôtesse croisa les bras. « Y a-t-il un problème ?» demanda-t-elle, le ton défensif. Marianne stabilisa sa voix. « Si j'ai fait quelque chose qui vous a offensé, j'aimerais le savoir pour pouvoir me corriger. » La cabine devint silencieuse, les autres passagers de première classe sentant la tension. Chaque regard pesait sur elle. Sophie, à quelques pas, semblait partager entre son devoir et son instinct de protéger Marianne. Jean-Pierre, l'homme d'affaires, leva les yeux de son journal, intrigué. Marianne continua. Sa voix claire mais mesurée. « J'ai payé pour ce siège, comme tout le monde ici. J'attends la même courtoisie et le même respect. » À cet instant, elle sentit toute la force de ses années d'expérience la pousser à avancer. Elle était calme, mais résolue. Claire ouvrit la bouche, comme pour protester, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge, face à la fermeté dans les yeux de Marianne. Les murmures des passagers s'adoucirent, la cabine plongeait dans un silence tendu. Marianne esquissa un sourire gracieux. « Merci de comprendre, » dit-elle doucement, avant de reporter son attention sur le hublot, où les derniers rayons du soleil baignaient son visage d'une lueur douce. Pendant un instant, Claire resta figée, visiblement déstabilisée. Puis, soudain, ses yeux s'écarquillèrent, et elle vacilla, comme si le poids de la confrontation l'avait submergée. Avant que quiconque ne puisse réagir, elle s'effondra dans l'allée, évanouie. Sophie et un passager à proximité se précipitèrent à ses côtés, tandis que Marianne restait assise, le cœur battant mais l'expression composée. Une voix dans l'intercom appela une assistance médicale.
Marianne observa la scène, son esprit en ébullition. Dans cet instant chargé, elle sentit le poids de ce qui venait de se passer s'abattre sur elle comme un rideau. Les visages stupéfaits des autres passagers, qui l'avaient vu être questionnés et méprisés, regardaient maintenant Claire, affalée dans l'allée. Marianne ferma brièvement les yeux et murmura pour elle-même. « Merci, maman, pour m'avoir appris la grâce sous le feu. » Lorsque les membres d'équipage aidèrent Claire à se relever et l'escortèrent vers la cuisine pour se remettre, la cabine retrouva un calme étrange. Les passagers regagnèrent leur siège, lançant des regards fatigués à Marianne, comme s'ils attendaient sa prochaine action. Elle resta immobile un instant, puis ouvrit sa pochette et en sortit son carnet. Elle tourna une page vierge et écrivit en haut « Rapport d'observation du service ». Puis elle ajouta une première note « Menée par la gentillesse et le respect ferme ». Elle tappa son stilo contre les papiers, pensive. Cet incident, brut et authentique, était exactement le genre de situation qu'elle avait espéré découvrir. Il révélerait les failles d'Aile d'Azur, mais aussi les opportunités de changement. Elle utiliserait ce moment pour s'assurer que la nouvelle direction de la compagnie cultive une véritable empathie parmi le personnel. Fini les préjugés silencieux, fini les petits jeux de pouvoir. Elle transformerait cette culture de l'intérieur. Marianne se cala dans son siège, prit son verre d'eau et esquissa un sourire discret. Le voyage ne faisait que commencer, mais déjà, elle sentait le vent du changement prendre son envol. Alors que la cabine s'assombrissait sous une lueur ambrée, son cœur battait comme un tambour régulier, chaque fibre de son être alerte à la tension persistante dans l'air. Claire, remise de son évanouissement, se tenait dans l'embrasure de la cuisine, les bras croisés, le visage crispé, lançant des regards furtifs dans l'allée. Sa présence même semblait défier Marianne, comme si elle portait son malaise comme un insigne d'honneur plutôt qu'une source de honte. Puis, d'une voix tranchante, Claire brisa le silence. « J'ai reçu des plaintes de plusieurs passagers de première classe concernant votre comportement perturbateur, annonça-t-elle, sa voix claire et contrôlée. L'accusation frappa Marianne comme une douche froide. Comportement perturbateur. Elle repensa à chaque instant où Claire l'avait surveillée, chaque regard méfiant, chaque instruction brusque, et une bouffée d'indignation lui monta aux joues. « Perturbateur » répéta-t-elle, la voix calme mais incrédule. « De qui viennent ces plaintes ?» Elle garda son regard fixé sur le visage de Claire, refusant de laisser les tactiques d'intimidation de l'hôtesse ébranler sa composure. Claire détourna les yeux, comme si elle craignait l'intensité du regard de Marianne. « Peu importe de qui, » rétorqua-t-elle sèchement. « Le fait est que vous vous levez sans cesse, ignorez mes instructions et fouillez dans vos affaires. » Ces mots étaient empreints de condescendance, ses bras se resserrant contre sa poitrine. Marianne se remémora le moment où elle avait ramassé son téléphone tombé sous le siège, un geste anodin qui semblait maintenant être un crime. Une goutte de sueur perla sur son front, mais elle prit une profonde inspiration silencieuse, convoquant toute la maîtrise d'elle-même qu'elle possédait. « J'ai payé pour ce siège, » dit-elle posément. « Je n'ai causé aucun trouble. Chaque mot était mesuré, tombant dans l'air comme une pierre dans un lac calme. » Sa voix ne tremblait pas, refusant de trahir la tempête d'émotions qui bouillonnait en elle. Une demi-heure plus tard, l'avion tangua légèrement alors que le pilote ajustait sa trajectoire, une turbulence mineure qui donna à Claire un nouveau prétexte. Elle réapparut dans l'allée près du siège de Marianne, son expression indéchiffrable. « Madame, dit-elle dans un murmure sec, je vous demande de me suivre à l'avant, dans la cuisine, maintenant. » Le pouls de Marianne s'accéléra, mais elle se leva calmement, lissant sa jupe et redressant le menton. Elle marcha dans l'allée, chaque pas mesuré, chaque regard des passagers de première classe suivant sa progression. Quelques-uns lui offrirent des sourires hésitants d'encouragement, tandis que d'autres la fixaient, muets de stupeur. Les lumières douces de la cabine projetaient des ombres dansantes sur les parois alors qu'elle passait. À l'entrée de la cuisine, un espace exigu avec des comptoirs en acier inoxydable et des piles de vaisselle soigneusement rangées, Marianne s'arrêta et prit une profonde inspiration. Claire se tenait sous les rangements supérieurs, les bras croisés, comme si elle avait revendiqué cet espace comme un tribunal personnel. Son regard était inflexible. « J'ai décidé que si vous ne pouvez pas respecter le protocole de la première classe, je vous demanderai de passer en classe économique ou, si nécessaire, de quitter l'avion à notre prochaine escale, » déclara-t-elle, la voix froide comme l'acier. Les mots résonnèrent dans la poitrine de Marianne comme un coup. La faire descendre de l'avion. L'idée était absurde, inconcevable. Sa gorge se serra, mais elle garda une voix calme et posée. « Pourquoi suis-je ciblée ?» demanda-t-elle, faisant un geste vers son siège. « J'ai payé ce billet, comme tous les autres ici. J'ai suivi toutes les instructions, sauf celles qui ne m'ont jamais été données. » L'expression de Claire vacilla,
comme si la logique de Marianne l'avait prise au dépourvu. « Je n'ai pas à me justifier davantage, » répondit-elle sèchement. « Ceci est votre dernier avertissement. » Elle tourna les talons et retourna dans la cabine, laissant Marianne seule dans la cuisine, avec pour seule compagnie le bourdonnement régulier des moteurs. Marianne traça du bout du doigt le bord du comptoir, sentant la fraîcheur lisse sous sa peau. Elle ferma les yeux et expira lentement. Son cœur battait encore fort dans ses oreilles, mais elle se rappela sa mission. Elle était là pour observer, pour apprendre, et, si nécessaire, pour riposter d'une manière qui ne pourrait être ignorée. Elle regagna son siège, glissant silencieusement dans l'étreinte du cuir. La femme âgée du siège 4A lui adressa un signe de tête compatissant, et Sophie lui offrit un sourire discret et encourageant depuis l'allée. Marianne leur rendit un sourire reconnaissant, puis ouvrit son carnet. Elle tourna une nouvelle page et écrivit en lettres nettes. Menace de rétrogradation ou d'expulsion sans fondement. Hostilité raciale ouverte. Intervention de témoins en première classe. Soutien silencieux de Sophie. Elle nota l'heure approximative et referma le carnet, le rangeant soigneusement. Alors que l'avion poursuivait sa route, Marianne s'adossa à son siège, laissant le rythme régulier du vol apaiser ses sens. Elle se dit que le reste du trajet se passerait sans incident, mais une lueur de doute traversa son esprit. Quelques instants plus tard, un carillon doux retentit lorsque la femme du siège 4B, une élégante retraitée, appuya sur son bouton d'appel. Marianne observa Sophie se précipiter vers elle, le visage marqué par l'inquiétude. La femme parla à voix basse mais ferme. « Je souhaite déposer une plainte concernant le traitement de la passagère du siège 3A. Pouvez-vous noter le nom de l'hôtesse ?» Sophie fronça les sourcils, jetant un regard vers Claire, qui se tenait à quelques mètres. « Je suis désolée, madame, je ne peux pas partager d'informations personnelles, » répondit-elle à voix basse. « Mais son nom est madame Beaumont. Vous pouvez l'inclure dans votre plainte. » La femme hocha la tête, son expression digne et résolue. Lorsque Sophie s'éloigna, l'atmosphère de la cabine sembla se charger à nouveau. Le visage de Claire blêmit, sa confiance ébranlée par la plainte formelle. Elle se retira dans la cuisine, les épaules affaissées, comme si un poids immense l'écrasait. Les passagers échangèrent des murmures de soutien, lançant des regards discrets à Marianne. Elle sentit une vague de gratitude et de force. Cette coalition silencieuse de témoins lui donna un courage qu'elle ignorait avoir besoin. Marianne se pencha légèrement en avant, inspirant le parfum subtil de lavande des serviettes chaudes. Elle envisagea de rédiger immédiatement un courriel au conseil d'administration, mais elle voulait voir si Claire irait jusqu'à aggraver la situation avant de révéler son jeu. Soudain, une annonce retentit dans les haut-parleurs. « Mesdames et messieurs, ici votre commandant de bord. Nous avons été informés d'un trouble parmi les passagers en première classe. Si la situation ne peut être résolue rapidement, nous devrons être détourner l'appareil. Merci de votre coopération. » Marianne sentit sa poitrine se serrer. La menace de déroutement était une arme brutale, susceptible de provoquer une panique ou un retard. Elle savait que Claire avait dû se rendre dans le cockpit pour signaler l'incident. Pourtant, elle ressentit une pointe inattendue de pitié pour l'hôtesse. Même les puissants pouvaient trembler face aux conséquences. Claire réapparut, sa démarche rigide, traversant l'allée. « Madame » dit-elle à Marianne, la voix assez forte pour être entendue jusqu'aux rangées 1 et 2, « vous devez rassembler vos affaires et me suivre à l'avant. Les avertissements sont terminés. J'ai trop de plaintes pour les ignorer. » Le souffle de Marianne se bloqua. Elle se leva, la colonne vertébrale droite, soutenant le regard de Claire, sans ciller. « Je m'excuse pour tout inconvénient, » dit-elle, sa voix douce mais ferme, portant dans la cabine. « Je n'ai rien fait pour perturber ce vol ou ses passagers. » Elle balaya la cabine du regard, laissant ces mots résonner parmi les spectateurs. La femme du siège 4A croisa les bras, l'air désapprobateur. Jean-Pierre, au siège 3B, secoua la tête en signe de désaccord. Sophie, hésitante, restait dans l'allée, visiblement partagée mais compatissante. Le visage de Claire se durcit. « Si vous refusez, je n'aurai d'autre choix que de faire appel à la sécurité pour vous faire descendre à notre prochaine escale, » déclara-t-elle. Marianne déglutit, son pouls s'emballant. Expulsion par la sécurité. L'idée semblait irréelle, comme une ligne tracée dans le ciel. Elle pressa ses lèvres, puis expira lentement. « Très bien, » dit-elle, avançant vers la cuisine. « Je vous suis, mais d'abord je dois clarifier quelque chose. » Sa voix était calme, presque douce, mais teintée d'une fermeté d'acier. Elle se tourna vers Claire et déclara « Je suis l'actionnaire majoritaire d'Aile d'Azur, sur le point d'en assumer le contrôle total.
La cabine plongea dans un silence assourdissant. Les yeux de Claire s'écarquillèrent, son badge doré scintillant comme s'il refusait d'accepter la vérité. Un murmure collectif traversa la première classe. Jean-Pierre se redressa, la mâchoire tombante. Sophie porta une main à sa bouche, stupéfaite. « Oui, Madame Beaumont. » poursuivit Marianne, sa voix stable. « J'ai payé ce billet sous mon propre nom. Je voulais découvrir le service de première main avant de prendre mes fonctions. Mais votre conduite a révélé une culture troublante qui doit changer. » Elle sortit son téléphone et fit défiler un courriel du conseil d'administration, affichant une lettre d'intention signée confirmant sa prise de contrôle. Les signatures, les sceaux corporatifs, les horodatages défilaient sous les yeux des passagers qui se penchaient pour voir. Un murmure d'étonnement emplit la cabine. Même la posture de Claire s'affaissa, ses bras tombant le long de son corps. Son visage devint pâle, comme vidé de son sang. « Ce n'est pas une ruse, » dit Marianne, la voix posée. « C'est une question de nécessité que j'aborde ce préjugé. Je vous ai offert l'anonymat, Madame Beaumont. Mais vos actions ne m'ont laissé aucun choix. » La cabine resta silencieuse, chaque passager captivé. Les lèvres de Claire tremblèrent. « Je suis tellement désolée, » balbutia-t-elle. « Je ne savais pas. » Elle fit un pas tremblant en avant, mais Marianne leva une main dans un geste de pardon mesuré. « Nous avons beaucoup à discuter, » dit-elle avec bienveillance. « Mais pas devant les passagers. Résolvons cela professionnellement après l'atterrissage. » Claire hocha la tête, des larmes brillant dans ses yeux. « Je comprends, Madame Dubois, » murmura-t-elle. « Je coopérerai pleinement. » Un frisson de soulagement traversa la cabine. Sophie referma la bouche avec un petit claquement satisfait et s'approcha de Marianne avec un signe de tête respectueux. La femme du siège 4A offrit un sourire fier. Marianne répondit à leur geste avec une chaleur sincère. Alors que l'avion entamait sa descente vers Nice, la tension se dissipa, remplacée par un sentiment de possibilité. Marianne Dubois avait affronté l'hostilité de Claire Beaumont avec grâce et détermination. Plus que jamais, elle était résolue à faire d'Aile d'Azur une compagnie où le respect, l'inclusion et la bienveillance régneraient dans chaque cabine, de la première classe à l'économie. À peine l'avion d'Aile d'Azur avait-il touché le sol de l'aéroport de Nice-Côte d'Azur que Marianne Dubois, encore ébranlée par l'épreuve de la confrontation avec Claire Beaumont, se dirigea vers le salon exécutif de la compagnie, niché dans un coin discret du terminal. L'adrénaline pulsait encore dans ses veines, mais son visage restait un masque de calme. Sa pochette en cuir serrée sous son bras, son carnet rempli de notes précises sur chaque détail de l'incident. Elle savait que ce qu'elle venait de vivre à bord du vol n'était pas une simple offense personnelle. C'était le symptôme d'une faille profonde dans la culture d'Aile d'Azur. Une faille qu'elle, en tant que futur actionnaire majoritaire, avait la responsabilité de combler. Le salon exécutif, avec ses fauteuils en cuir crème et ses baies vitrées, donnant sur les pistes scintillantes sous le soleil méditerranéen, offrait un contraste saisissant avec la tension de la cabine. Marianne s'assit dans un coin tranquille, son regard perdu dans le balai des avions au loin, tandis qu'elle rassemblait ses pensées. Elle n'était pas là pour se complaire dans l'indignation, mais pour transformer une injustice en un catalyseur de changement. Quelques minutes plus tard, un homme d'une quarantaine d'années, vêtu d'un costume gris impeccable, s'approcha. « Madame Dubois », dit-il d'une voix empreinte de sollicitude. « Je suis Philippe, responsable des ressources humaines. Sophie nous a alertés. Êtes-vous certaine que tout va bien ?» Marianne esquissa un sourire mesuré, sa voix douce mais ferme. « Je vais bien, Philippe, merci, mais ce qui s'est passé à bord est inacceptable, et nous devons agir immédiatement. » Philippe hocha la tête, son visage reflétant une compréhension sincère, et l'invita à le suivre dans une salle de réunion adjacente, où Élise, la directrice des opérations, les attendait déjà. La pièce, aux murs ornés de photographies aériennes de la Côte d'Azur, baignait dans une lumière douce, filtrée par des stores en lin. Élise, une femme d'âge mûr au regard vif, se leva pour accueillir Marianne. « Madame Dubois, dit-elle, sa voix teintée d'une gravité respectueuse, nous sommes profondément désolés pour ce que vous avez vécu. Racontez-nous tout, s'il vous plaît. » Marianne s'assit, posant sa pochette sur la table en acajou poli, et commença à relater l'incident avec une précision méthodique. Elle décrivit les regards méfiants de Claire Beaumont, l'hôtesse en chef, dès son entrée dans la cabine, comme si sa présence en première classe était une anomalie. Elle détailla les demandes répétées de vérifier sa carte d'embarquement, comme si son droit d'être là était sujet à caution. Elle parla de l'insistance absurde de Claire à lui faire utiliser les toilettes du milieu de la cabine, alors que d'autres passagers n'étaient pas soumis à cette règle. Enfin, elle évoqua la menace de rétrogradation en classe économique, voire d'expulsion de l'avion. Une menace qui, si elle avait été mise à exécution, aurait pu provoquer un scandale retentissant. Philippe prenait des notes,
son stylo glissant rapidement sur son carnet, tandis qu'Élise fronçait les sourcils, visiblement troublée. « C'est inacceptable », murmura-t-elle, ses doigts tambourinant légèrement sur la table. « Nous devons enquêter, mais au-delà de cela, il faut tirer des leçons de cet incident pour éviter qu'il ne se reproduise. » Marianne hocha la tête, ses yeux brillant d'une détermination calme. « Ce n'est pas seulement une question d'enquête, » répondit-elle. « Ce que j'ai vécu révèle un problème systémique. Chaque employé, du personnel au sol aux équipages en vol, doit suivre une formation obligatoire sur la diversité et la lutte contre les préjugés. Nous devons également créer une plateforme anonyme où les passagers et les membres d'équipage peuvent signaler les incidents sans crainte de représailles. Et surtout, nous devons instaurer une politique de tolérance zéro face à toute forme de discrimination. » Philippe échangea un regard avec Élise, puis se pencha en avant. « Je suis entièrement d'accord, Madame Dubois, mais je dois vous prévenir. Certains employés, surtout les plus anciens, pourraient résister à ces changements. Claire, par exemple, est très respectée par une partie du personnel. Sa suspension pourrait provoquer des remous. » Marianne soutint son regard, sa voix ferme mais dénuée de colère. « Le respect ne justifie pas l'injustice, Philippe. Si nous voulons qu'Aile d'Azur soit une compagnie exemplaire, nous devons montrer l'exemple, sans exception. Claire doit être suspendue sans salaire et suivre une formation intensive. Mais plus importante encore, nous devons donner aux autres employés les outils pour comprendre pourquoi cela est nécessaire. » Élise acquiesça, visiblement impressionnée par la clarté de la vision de Marianne. « Nous commencerons immédiatement, dit-elle. Je vais mobiliser une équipe pour élaborer le programme de formation. Quant à la plateforme anonyme, nous pouvons la mettre en place rapidement avec notre département informatique. » Marianne les remercia, puis ajouta « Je veux aussi rencontrer les équipes locales. Je veux entendre leurs préoccupations, comprendre ce qui se passe sur le terrain. » Quelques heures plus tard, dans une salle de réunion du centre d'opération d'Aile d'Azur à Nice, Marianne se tenait devant une trentaine d'hôtesses et de stewards, un mélange de jeunes recrues et de vétérans aguerris. L'atmosphère était tendue. Certains regards curieux, d'autres méfiants. Sophie, la jeune hôtesse qui avait accueilli Marianne avec tant de chaleur à bord, se tenait au premier rang, un sourire timide aux lèvres. Marianne prit une profonde inspiration et commença à parler, sa voix claire et posée. « Je suis ici aujourd'hui parce que j'ai vécu une expérience qui m'a profondément marquée, dit-elle, sans mentionner explicitement son rôle d'actionnaire. À bord de l'un de nos vols, j'ai été traitée de manière injuste, non pas à cause de mes actions, mais à cause de mon apparence. » Un murmure parcourut la salle. Sophie baissa les yeux, comme si elle revivait la scène. Marianne poursuivit. « Mais ce qui m'a donné de l'espoir, c'est le soutien de certains d'entre vous. Une hôtesse, par sa gentillesse, m'a rappelé ce que notre compagnie peut être. » Elle adressa un regard à Sophie, qui rougit légèrement. Puis, une jeune femme au fond de la salle, une hôtesse nommée Camille, leva la main. « Madame, dit-elle d'une voix hésitante, je suis nouvelle ici, et parfois, j'ai l'impression que mes collègues plus expérimentés ne me prennent pas au sérieux à cause de mon âge. Voir ce qui vous est arrivé, ça me fait peur. » Marianne s'approcha d'elle, son regard empreint de compassion. « Votre voix compte, Camille, » répondit-elle. « Nous allons construire un environnement où chacun, qu'il soit jeune ou expérimenté, passager ou employé, se sent écouté et respecté. » Cette déclaration fut accueillie par des hochements de tête approbateurs et même quelques applaudissements timides. Un autre personnage entra en scène dans les jours qui suivirent. Amélie, une passagère régulière d'Aile d'Azur, qui avait été témoin de l'incident depuis le siège 4B. Elle envoya une lettre manuscrite à Marianne, livrée au siège de la compagnie par un coursier. « Chère Madame Dubois, » écrivait-elle, « j'ai été bouleversée par la manière dont vous avez été traitée à bord. Votre dignité face à l'injustice m'a inspirée. Vous m'avez appris qu'on peut répondre à la haine par la grâce. » La lettre, rédigée sur un papier crème orné d'un liseré doré, toucha Marianne profondément. Elle la plia soigneusement et la rangea dans sa pochette, un rappel tangible de l'impact de son action. Pendant ce temps, Claire Beaumont, suspendue sans salaire, fut inscrite à un programme intensif de formation sur la diversité et l'inclusion, conçu par des experts en psychologie sociale. Lors de la première session, dans une salle de formation lumineuse donnant sur la mer, elle s'assit, raide, les bras croisés. Son formateur, un homme nommé Laurent, l'encouragea à parler. Après un long silence, elle murmura, mal à l'aise, « J'ai cru que Madame Dubois ne correspondait pas à la première classe. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé cela. » Laurent hocha la tête, sans jugement. « C'est un premier pas, Claire. Reconnaître ses préjugés,
c'est commencer à les déconstruire. Ce moment marqua le début d'un cheminement difficile pour Claire. Un cheminement que Marianne suivait de loin, espérant qu'il mènerait à un changement sincère. À la fin de la première semaine, un article paru dans Le Monde salua les mesures rapides prises par Marianne pour répondre à l'incident. Le titre, Une nouvelle ère pour Elle d'Azur, soulignait son engagement à transformer la compagnie en un modèle d'inclusion. Mais l'article mentionnait aussi des murmures de mécontentement parmi certains employés. Un groupe de stewards, plus âgés, fidèles à Claire, voyait sa suspension comme une attaque contre leur ancienneté. Lors d'une pause café au siège, Marianne surprit une conversation entre deux agents de bord, Pierre et Julien, qui chuchotaient avec amertume. « Elle est nouvelle, elle ne comprend pas comment ça fonctionne ici », dit Pierre. Claire a toujours fait son travail correctement. Julien acquiesça, mais ajouta « Peut-être qu'elle est allée trop loin cette fois ». Marianne nota leur nom dans son carnet, non pas pour les punir, mais pour s'assurer qu'ils soient inclus dans les prochaines sessions de formation. Elle savait que changer une culture ne se ferait pas sans résistance, mais elle était prête à affronter ces turbulences. Elle organisa une autre rencontre, cette fois avec le personnel au sol de l'aéroport de Nice. Là, elle rencontra Ahmed, un bagagiste d'origine maghrébine qui lui confia, dans un coin tranquille du hangar, qu'il avait parfois été traité avec méfiance par des collègues à cause de ses origines. « On me demande toujours de vérifier mes badges, comme si je n'étais pas à ma place, dit-il, les yeux baissés. Marianne posa une main sur son épaule. « Vos expériences vont façonner nos nouvelles politiques, Ahmed. Merci de les partager. » Elle ajouta une note dans son carnet. Renforcer la formation sur les préjugés inconscients pour le personnel au sol. De retour au salon exécutif, Marianne reçut un appel de Jean-Pierre, l'homme d'affaires du vol, qui souhaitait la rencontrer. Il arriva avec une boîte de macarons Ladurée, un geste typiquement français pour exprimer sa gratitude. « Madame Dubois, dit-il en s'asseyant, j'ai été impressionné par votre sang-froid. Ma fille, Léa, parle encore de la dame gentille qui a ramassé son jouet. » Marianne sourit, touchée. « Dites à Léa que je la remercie, répondit-elle. Jean-Pierre ajouta, « Si vous avez besoin d'un allié pour vos réformes, je suis là. Je dirige une entreprise à Nice et je crois en ce que vous faites. » Cette rencontre renforça la conviction de Marianne. Le changement ne viendrait pas seulement d'en haut, mais aussi des alliances forgées avec ceux qui partageaient sa vision. Alors que la semaine touchait à sa fin, Marianne s'assit seule dans le salon, son carnet ouvert devant elle. Elle écrivit « La résistance est inévitable, mais le changement est impératif. Chaque voix, qu'elle soit celle d'un passager comme Amélie, d'une hôtesse comme Sophie, ou d'un bagagiste comme Ahmed, doit être entendue. » Elle referma son carnet, le regard fixé sur un avion d'aile d'azur qui décollait dans le ciel azur. La bataille pour transformer la compagnie ne faisait que commencer. Mais Marianne savait qu'avec de la patience, de la fermeté et une touche de grâce, elle pourrait faire d'Aile d'Azur un symbole d'égalité et de respect. Un an après ce vol tumultueux de Paris à Nice, Marianne Dubois franchit à nouveau les portes vitrées de l'aéroport Charles de Gaulle, son tailleur bleu marine toujours aussi impeccable, ses mocassins claquant doucement sur le sol poli du terminal. Mais cette fois, une lueur de sérénité brillait dans ses yeux, une assurance née non pas seulement de son pouvoir en tant qu'actionnaire majoritaire d'Aile d'Azur, mais de la transformation qu'elle avait orchestrée au sein de la compagnie. Le terminal scintillait sous les lumières matinales, et l'atmosphère semblait différente, plus légère, plus accueillante, comme si l'air lui-même portait les fruits de ses réformes. Les employés d'Aile d'Azur, reconnaissables à leurs nouveaux uniformes, des silhouettes bleu marine rehaussées de foulards colorés inspirés des régions françaises, de la lavande de Provence aux motifs celtiques de Bretagne, se déplaçaient avec une énergie nouvelle, leur sourire plus sincère, leurs gestes plus chaleureux. Marianne observa une jeune agente au sol, Aïcha, aider une famille avec une poussette, son ton patient et son sourire éclatant. Ce spectacle, si simple, mais si significatif, lui réchauffa le cœur. Elle savait que le chemin avait été ardu, mais chaque changement, chaque formation, chaque conversation difficile avait porté ses fruits. En montant à bord du vol pour Nice, toujours sous son propre nom sans révéler son rôle, Marianne choisit à nouveau le siège 3A, près du hublot, un clin d'œil à son premier voyage. Une hôtesse nommée Sarah, une jeune femme aux cheveux châtains tressés et au badge scintillant, l'accueillit avec une chaleur authentique, lui offrant une serviette chaude et un café fumant parfumé à la noisette. « Bienvenue à bord, Madame Dubois », dit Sarah, son sourire irradiant une bienveillance naturelle. Marianne remarqua que chaque passager, qu'il soit un homme d'affaires en costume, une grand-mère en cardigan ou un étudiant avec un sac à dos usé,
recevait le même traitement courtois. Elle s'installa dans son siège, le cuir moelleux l'enveloppant comme un cocon, et sentit une vague de fierté l'envahir. Aile d'Azur, sous sa direction, n'était plus seulement une compagnie aérienne. C'était un espace où le respect et l'inclusion régnaient, où chaque voyageur se sentait valorisé. Pendant le décollage, alors que l'avion s'élevait au-dessus des nuages, Marianne demanda des nouvelles de Claire Beaumont, l'hôtesse en chef qui, un an plus tôt, avait tenté de l'humilier. Sarah, tout en ajustant une pile de serviettes, répondit avec un sourire discret. Claire a été réaffectée à des vols plus calmes après sa formation intensive. On dit qu'elle est devenue beaucoup plus attentive, presque méconnaissable. Elle parle souvent de ce qu'elle a appris. Marianne hocha la tête, satisfaite. Elle avait toujours cru que le changement était possible, même pour ceux qui avaient trébuché, à condition qu'ils soient prêts à apprendre. Cette réponse confirmait que sa décision de donner à Claire une seconde chance, plutôt que de la licencier, avait été la bonne. À mi-parcours du vol, une surprise inattendue survint. Lors d'une escale rapide à Lyon, Jean-Pierre, l'homme d'affaires qui avait été témoin de l'incident initial, monta à bord. Il reconnut immédiatement Marianne et s'approcha de son siège, un sourire ému illuminant son visage. « Madame Dubois, quelle joie de vous revoir !» s'exclama-t-il, posant une mallette en cuir sur le siège vide à côté d'elle. « Ma fille Léa parle encore de vous, de la dame gentille qui a ramassé son jouet. » Il sortit une enveloppe froissée de sa poche et la lui tendit. « Elle a écrit ceci pour vous. » Marianne ouvrit l'enveloppe avec précaution, révélant une lettre rédigée d'une écriture enfantine, ornée de dessins d'avions et d'étoiles. « Chère madame, lisait-on, merci d'avoir été si gentille avec moi. Quand je serai grande, je veux être pilote comme ceux d'Aile d'Azur. Vous êtes mon héros. » Les mots, simples mais sincères, firent monter une chaleur dans la poitrine de Marianne. Elle sentit ses yeux s'embuer, mais elle se ressaisit et sourit à Jean-Pierre. « Dites à Léa que je crois en elle, » répondit-elle, sa voix douce mais empreinte d'émotion, et qu'elle peut devenir tout ce qu'elle rêve d'être. Jean-Pierre, visiblement touché, hocha la tête. « Vous savez, » ajouta-t-il, « j'ai récemment signé un partenariat avec Aile d'Azur pour des vols d'affaires. Votre vision m'a inspiré. » Cette rencontre fortuite, un écho du passé, rappela à Marianne que le changement qu'elle impulsait avait des répercussions bien au-delà des murs de la compagnie. De retour à Nice, Marianne visita le nouveau centre de formation d'Aile d'Azur, un ancien hangar transformé en un espace moderne, avec des salles lumineuses et des équipements dernier cri. Là, elle rencontra Claire Beaumont, qui avait demandé à lui parler en privé. Dans une petite salle de réunion donnant sur la mer, Claire, vêtue d'un uniforme impeccable, se tenait droite, mais son regard était différent, plus doux, presque vulnérable. « Madame Dubois, » commença-t-elle, sa voix tremblante, « je veux m'excuser à nouveau pour ce que j'ai fait. J'ai passé des mois à affronter mes préjugés, à comprendre pourquoi j'ai agi ainsi. J'étais aveuglée par des idées que je ne questionnais même pas. » Elle baissa les yeux, ses mains serrant nerveusement un mouchoir. « Je suis honteuse, mais reconnaissante pour la seconde chance que vous m'avez donnée. » Marianne posa une main sur son bras, un geste de réconfort. « Le vrai courage, Claire, c'est de reconnaître ses erreurs et de changer, » répondit-elle. « Continuez à prouver votre engagement, non pas à moi, mais à chaque passager que vous servez. » Claire hocha la tête, des larmes brillant dans ses yeux. « Je le ferai, » murmura-t-elle. Cette conversation, empreinte de sincérité, marqua pour Marianne un tournant. Même ceux qui avaient trébuché pouvaient devenir des alliés dans la quête d'un avenir meilleur. Quelques semaines plus tard, Marianne lança un programme ambitieux de bourse pour les jeunes issus de milieux défavorisés, rêvant de carrière dans l'aviation. Lors d'un gala somptueux à Paris, organisé dans un hôtel particulier du 8 arrondissement, elle monta sur scène sous les lustres scintillants pour annoncer cette initiative. Vêtue d'une robe en soie noire qui capturait la lumière, elle parla avec une passion qui captiva l'audience. « Aile d'Azur ne transporte pas seulement des passagers, » déclara-t-elle, sa voix résonnant dans la salle. « Nous transportons des rêves, des espoirs, des histoires. Ces bourses permettront à des jeunes, quel que soit leur parcours, de prendre leur envol. » L'audience, composée de dirigeants, de journalistes et de partenaires comme Jean-Pierre, éclata en une ovation debout. Les médias, de Le Figaro à France Info, louèrent l'initiative, soulignant que les plaintes pour discrimination avaient chuté de 75% et que la satisfaction des passagers avait atteint des sommets inégalés. Sophie, la jeune hôtesse qui avait soutenu Marianne lors du vol initial, était également présente au gala, désormais promue formatrice au centre de formation. Marianne lui remit une distinction spéciale, un badge doré gravé des mots « Ambassadrice de l'inclusion ». « Sophie », dit Marianne en lui remettant le badge, « votre gentillesse a été une lumière dans un moment sombre. Vous incarnez l'avenir d'Aile d'Azur. » Sophie,
les joues rosies, accepta le badge avec un sourire timide, tandis que l'audience applaudissait chaleureusement. Plus tard dans la soirée, Marianne rencontra Ahmed, le bagagiste qu'elle avait écouté à Nice. Il avait été promu superviseur d'équipe grâce à ses suggestions, intégrées dans les nouvelles politiques de la compagnie. « Madame Dubois, dit-il, serrant sa main avec gratitude, grâce à vous, je me sens enfin à ma place ici. » Ces mots, simples mais puissants, renforcèrent la conviction de Marianne que chaque voix comptait. Lors de la réunion finale avec le conseil d'administration, dans une salle panoramique surplombant les toits de Paris, Marianne partagea sa vision pour l'avenir. « Nous avons prouvé qu'une compagnie aérienne peut être plus qu'un moyen de transport », déclara-t-elle, son regard balayant les visages attentifs des membres du conseil. Aile d'Azur est désormais un symbole de respect, d'unité et de dignité. Mais notre travail ne s'arrête pas là. Nous continuerons à écouter, à apprendre et à grandir. Elle remercia Sophie, Sarah, Ahmed et même Jean-Pierre pour leur contribution, petite et grande, à cette transformation. L'audience éclata en une nouvelle ovation, et Marianne sentit une vague d'émotion l'envahir. En quittant la salle, elle s'arrêta près d'une boîte à suggestions installée dans le hall du siège. Elle sortit un stylo et griffonna une note. Merci à Sarah et à l'équipage du vol Paris-Nice pour leur hospitalité exceptionnelle. Chaque passager se sent accueilli. Elle plia le papier et le glissa dans la boîte, un sourire discret aux lèvres. Puis, elle marcha jusqu'à une baie vitrée, où un avion d'aile d'azur décollait sous un ciel azur, ses ailes scintillant dans la lumière du soleil couchant. Marianne posa une main contre la vitre, son regard suivant l'appareil jusqu'à ce qu'il disparaisse dans l'horizon. La compagnie qu'elle dirigeait incarnait désormais un idéal, un ciel où chaque passager, quelle que soit son origine, pouvait voler avec dignité, respect et fierté. Ce nouveau ciel, forgé par la patience, la compassion et une détermination sans faille, était son legs. Un legs qui continuerait de s'élever, porté par les vents du changement. L'histoire d'un ciel d'égalité résonne comme une parabole contemporaine, ancrée dans les valeurs françaises de liberté, d'égalité et de fraternité. À travers le voyage de Marianne Dubois, une femme d'origine africaine confrontée à l'injustice sur un vol d'aile d'azur, nous sommes invités à réfléchir sur la manière dont les préjugés, souvent inconscients, peuvent entacher les interactions humaines, même dans des espaces aussi universels qu'un avion. Cette histoire, riche en nuances et en émotions, offre des leçons profondes qui transcendent le cadre de l'aviation pour s'appliquer à notre quotidien, dans nos relations personnelles, professionnelles et sociétales. La première leçon que nous enseigne Marianne est celle de la dignité face à l'adversité. Lorsqu'elle est confrontée à l'hostilité de Claire Beaumont, l'hôtesse en chef, Marianne ne cède ni à la colère, ni à l'humiliation. Elle choisit plutôt de répondre avec grâce, un choix qui reflète une force intérieure remarquable. Dans la culture française, où l'élégance et la maîtrise de soi sont valorisées, cette attitude incarne une forme de noblesse morale. Appliquée à nos vies, cette leçon nous rappelle l'importance de rester fidèle à nos valeurs, même lorsque nous sommes provoqués. Que ce soit face à une remarque déplacée au travail, à une injustice dans un espace public ou à un malentendu dans nos cercles privés, répondre avec calme et dignité peut désamorcer les tensions et ouvrir la voie à un dialogue constructif. Marianne nous montre que la véritable puissance réside dans la capacité à garder la tête haute, sans jamais se rabaisser au niveau de ceux qui cherchent à nous diminuer. Une autre leçon essentielle est celle de l'impact collectif du soutien silencieux. Dans l'histoire, des personnages comme Sophie, la jeune hôtesse, Jean-Pierre, l'homme d'affaires, ou encore Amélie, la passagère témoin, jouent un rôle crucial en offrant à Marianne une solidarité discrète mais puissante. Ces gestes, un sourire compatissant, une plainte déposée, une lettre manuscrite, rappellent que le changement commence souvent par de petites actions. En France, où la notion de fraternité est au cœur de l'identité nationale, cette idée résonne particulièrement. Elle nous invite à être attentifs aux injustices autour de nous et à agir, même modestement, pour soutenir ceux qui en sont victimes. Que ce soit en défendant un collègue marginalisé, en signalant une discrimination dans un service public ou en offrant un mot d'encouragement à un ami en difficulté, ces gestes, bien que petits, peuvent créer une chaîne de solidarité qui transforme les mentalités. L'histoire met également en lumière l'importance de l'introspection et de la capacité à changer. Claire Beaumont, initialement prisonnière de ses préjugés, entreprend un cheminement difficile pour les reconnaître et les dépasser. Ce processus, soutenu par la formation et la patience de Marianne, illustre une valeur chère à la culture française. L'idée que l'éducation et la réflexion peuvent mener à l'amélioration de soi. Dans nos vies, cela nous pousse à examiner nos propres biais,
qu'ils soient liés à l'origine, au genre, à l'âge ou à toute autre différence. Admettre ses erreurs, comme Claire le fait, demande du courage, mais c'est un pas nécessaire pour grandir. Nous pouvons appliquer cette leçon en nous interrogeant sur nos jugements hâtifs, en écoutant les perspectives des autres et en cherchant à apprendre de nos erreurs pour devenir de meilleures versions de nous-mêmes. Enfin, Marianne incarne le pouvoir du leadership transformateur. En tant qu'actionnaire majoritaire, elle aurait pu se contenter de sanctionner Claire et de passer à autre chose. Au lieu de cela, elle choisit de réformer toute une entreprise en instaurant des formations, une plateforme anonyme et une politique de tolérance zéro. Cette approche reflète une vision à long terme, ancrée dans la conviction que le changement systémique est possible. En France, où l'engagement citoyen et les réformes sociales occupent une place centrale, cette leçon nous inspire à agir au-delà de nos sphères personnelles. Que ce soit en s'impliquant dans une association, en plaidant pour des politiques plus inclusives au travail ou en sensibilisant notre entourage, nous pouvons tous contribuer à des changements structurels qui rendent notre société plus équitable. Un ciel d'égalité nous rappelle que la lutte contre l'injustice n'est pas seulement une question de confrontation, mais aussi de construction. Marianne ne se contente pas de dénoncer. Elle bâtit un avenir où chaque passager, chaque employé, se sent respecté. Cette histoire nous invite à adopter une posture proactive dans nos vies. Écouter avec empathie, agir avec courage, et croire en la possibilité d'un monde meilleur. Elle nous enseigne que, même face à l'adversité, la grâce, la solidarité et la persévérance peuvent transformer un ciel troublé en un horizon d'égalité. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a inspiré à réfléchir ou à agir pour plus de justice et d'inclusion, alors montrez votre soutien. Cliquez sur le bouton « J'aime » pour partager votre appréciation, partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille pour diffuser son message et abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. Laissez un commentaire ci-dessous pour partager vos propres expériences ou vos réflexions sur la manière dont nous pouvons construire un monde plus équitable ensemble. Votre voix compte, alors faisons-la entendre.